Merci beaucoup. Ravie d'être avec vous tous. Bravo. Donc, pour co-organiser cet événement dans une philosophie exactement celle qui vient d'être décrite, puisque donc c'est à l'occasion de la sortie de ce numéro de la revue de l'Institut Veolia qui s'appelle Facts sur la nécessaire réinvention des plastiques. Un mot vraiment sur l'Institut, même idée de regard croisé sur les sujets environnement et société. Donc, l'Institut Veolia a été créé par Veolia en 2001. C'est une association en 1901. Et donc, il a comme vocation d'éclairer des sujets prospectifs sur l'environnement, la résilience, l'intelligence artificielle dans la ville, l'agriculture urbaine, les plastiques, avec un échange avec le monde académique, les citoyens, l'entreprise, et avec un esprit positif, celui de trouver aussi des solutions, de poser les problèmes et d'essayer de regarder, de trouver des solutions. Alors, oui ? Voilà, donc nous sommes très connectés au monde académique international, puisqu'au fil des conférences, donc nous procédons par revue et par conférence internationale, et donc au fil du temps, depuis 2001, nous avons bâti un grand réseau d'académiques et de chercheurs avec lesquels nous discutons de nos sujets, et nous nous appuyons beaucoup sur notre comité de prospective, donc avec, comme vous le voyez, des personnalités très différentes et donc très éminentes, Amartya Sen, philosophe prix Nobel d'économie, Lord Nicholas Stern, l'économiste du climat, du costing, de combien ça coûte, l'inaction en matière de changement climatique, parmi d'autres. Et donc, il nous guide dans nos travaux. Alors là, nous avons fait pour ce comité de prospective un premier travail sur les plastiques dans les océans, pour voir donc avec Tara, avec différents acteurs, et nous avons décidé de faire ce numéro donc, dont je vous parlais, que vous avez pris ou que vous pouvez prendre, avec regard croisé. C'est quoi le problème ? On a eu l'impression, le plastique, c'était la modernité. Il avait tellement de qualité qu'il était identifié à la modernité. Et aujourd'hui, c'est Arrow sur les plastiques. Tous les jours, il y a un article, bien évidemment, pour des raisons très tragiques, sur les écosystèmes. Et donc, nous avons décidé de comprendre qu'est-ce qu'il y a avec le plastique, comment il peut tourner rond. C'est le plastique lui-même qui pose problème, pourtant il a aussi des qualités, mais est-ce que c'est la façon dont il est utilisé, dont il est collecté ou pas collecté, donc il est réutilisé ou pas réutilisé? Et là, nous sommes convaincus que donc il y a des solutions. Ce sont des solutions techniques, scientifiques, sociétales qui passent forcément par des alliances entre tout un tas d'acteurs, d'entreprises, de gouvernements, de législation, de citoyens, etc. Et donc, c'est pour ça que des formats comme Hub Conférence sont pour nous vraiment un moyen formidable de relayer ces messages. Donc, ravi d'être avec vous ce soir et une si belle conférence. Et voilà. Merci beaucoup Diana. Voilà, donc c'est maintenant au tour d'Elisabeth Laville. Alors on le disait tout à l'heure, c'est la 3e fois que vous participez, soit en tant qu'animatrice, soit en tant qu'intervenante des Hub Conférences. Donc marmerci pour votre présence ce soir à nouveau. Je vous laisse le micro, la parole, et bonne soirée à toutes et tous. Merci. Ça marche. Bonsoir à tous. Merci. Je suis ravie que vous m'ayez proposé d'animer cette conférence sur un sujet qui me passionne. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Utopie est un cabinet spécialisé sur l'accompagnement des stratégies de développement durable que j'ai créé il y a 25 ans. On travaille sur pas mal de sujets, dont d'ailleurs ce sujet du plastique, évidemment, avec un certain nombre d'entreprises, dont Cogent, par exemple, qui est un restaurateur rapide que les Parisiens dans la salle, c'est-à-dire la majorité, je pense, connaissaient sans doute. Alors, je vais demander aux intervenants, normalement ils se reconnaissent, de me rejoindre sur scène pendant que je vous fais une petite intro au sujet, puisqu'on va trouver des solutions, mais on a quand même un petit problème à la base, c'est pour ça qu'on est là. Venez, oui, venez, installez-vous, je ne sais pas, un homme, une femme, ouais, c'est gérable, à peu près, si vous me comptez pas dans le truc. Alors,
Il y a une citation, j'aime bien les citations, il y a une citation de Victor Hugo que j'aime bien qui dit « Rien n'est aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». Alors, je ne sais pas si ça s'applique au plastique, mais enfin, l'heure est clairement venue de parler du plastique et de trouver des solutions. Vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas ignorer ce fait, parce que tous les jours, on l'a dit dans la presse, on voit une enseigne ou une ville qui interdit les pailles, une enseigne qui prend des initiatives sur les gobelets. Maintenant, on peut même arriver chez Carrefour avec son Tupperware, sans citer de marque, mais ça sera plus facile et on vous servira le truc le plus dingue quand même. Vous avez vu que les députés européens ont voté la fin du plastique à usage unique, horizon 2021, je crois. Les villes se mobilisent, les ONG se mobilisent. Elles l'étaient déjà, pour le coup, un peu plus que les autres que j'ai cités avant, mais enfin, les investisseurs même, vous avez vu que HSBC, qui est actionnaire de Coca-Cola, a fait un rapport pour dire à Coca-Cola qu'il devrait étudier le retour à la consigne. Bref, alors il se passe quelque chose. Alors vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'on a tous maintenant des microfibres de plastique dans le corps. C'est peut-être ça qui a un impact sur les cerveaux, juste au même moment chez tout le monde. Pas aussi simple que ça. Il faut quand même avoir en tête que le point de départ de tout ça, c'est un bon régime totalitaire, comme quoi parfois. La Chine a décidé, en juin 2017 à peu près, qu'il y en avait marre de recycler notre plastique, nos déchets plastiques. Or, et évidemment, chez les Chinois, on décide ça, du coup, on le fait très vite. Non pas que nous, on fait des lois qu'on n'applique pas, mais enfin aussi, parfois. Et bref, début 2018, les Chinois ont dit « Stop, on ne veut plus de vos déchets plastiques ». Donc si le plastique tourne rond ou pas rond, en tout cas, il nous revient dans la figure. Et on leur refilait pas mal de nos déchets plastiques, en fait, il faut quand même bien dire le truc. À peu près les 3/4 des déchets plastiques des pays industrialisés allaient chez les Chinois, qui étaient très équipés, du coup, en usines de recyclage, etc. À peu près 50% des déchets de plastique triés en Europe partaient en Chine. Et donc là, soudain, ils décident, en fait, c'est fini. Alors, ils décident que c'est fini parce qu'ils en ont un peu marre d'être non pas la poubelle de l'espace, mais au moins une partie de la poubelle planétaire. Par ailleurs, comme le niveau de vie, l'économie monte en Chine, ils ont leurs propres déchets maintenant aussi à recycler, donc ça va occuper une partie de leurs usines. Et donc, en gros, on peut plus se débarrasser du problème. En tout cas, l'impact chez nous, c'est qu'on peut plus se débarrasser du problème et qu'on est obligé de le traiter. Et comme si on ne le traite pas d'ici à 2030, on aura à peu près 100, 110, 111, je crois, millions de tonnes de plastique sur les bras, il faut qu'on trouve une solution. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Donc, personne ne sort tant qu'on n'a pas trouvé les solutions. Et le défi, il est quand même majeur, puisque vous savez qu'on a, en gros, depuis les années 50, produit 8 à 9 milliards de tonnes de plastique. Et donc, et dont 79% finit dans l'environnement. Voilà, donc ça, c'est dit. Alors, un peu moins dans l'océan, on en parlera tout à l'heure. 2 à 5% de tout ce plastique, tout le plastique produit finirait dans les océans, au point qu'on parle, vous savez, de 7e continent plastique qui flotte quelque part. Je le dis pour ceux qui compteraient trouver des mètres carrés gratuits là-bas et aller s'installer sur ce 7e continent. C'est pas top, parce qu'en fait, c'est pas, on en parlera tout à l'heure avec Tara, c'est pas comme s'il y avait un continent solide sur lequel vous pouvez aller vous installer avec mari, femme, enfant ou qui vous voulez. Eh bien, pas du tout, parce que en fait, c'est des microplastiques. Donc finalement, on appelle ça une soupe, c'est moins sympa pour aller s'installer là-bas. Et non content d'avoir des microfibres de plastique dans l'océan, on en a aussi, alors là, dans l'air, y compris à Paris, je crois, entre 3 et 10 tonnes c'est tonnes, non, ça pèse pas 10, 3 et 10 tonnes par an quand même dans l'air de fibres microplastiques qui sont déversées dans l'air parisien. Et donc, évidemment, ce qui est dans l'air intérieur, extérieur de nos bâtiments ne reste pas dans l'air et finit, devinez où? Chez nous. Donc, on en a aussi dans le corps, d'où l'impact sur le cerveau. Voilà, donc il faut qu'on trouve des solutions et qu'on les trouve idéalement assez vite. Alors ça tombe bien parce que grâce à Hub Conférence, on va trouver les solutions puisque nous avons la crème de la crème du plastique autour de nous, des solutions plastiques autour de nous. Donc la Fondation Tara, je vais peut-être vous laisser chacun présenter en fait l'organisation que vous représentez, mais enfin la Fondation Tara, j'allais dire à ma gauche, mais non, pas agit depuis 2003 en faveur de l'environnement et la recherche. Dans ce cadre-là, la goélette Tara a exploré pendant plusieurs mois, une demi-année à peu près, la Méditerranée. Vous y avez étudié notamment, Romy, avec l'équipe Tara, la plus forte densité de microplastiques au monde. Donc, vous allez nous faire la deuxième intro de cette soirée sur l'ampleur des dégâts. Carlos, vous êtes directeur scientifique de Citeo, qui est une entreprise donc issue de la fusion d'Ecofolio et d'Eco-emballage. Il est là-bas, Carlos.
je le dis parce qu'en même temps, si je regarde Voldemar, ça ne va pas vous aider. Alors. Et vous êtes un expert, évidemment, sur les innovations en matière de matériaux, de recyclage. Donc, vous nous présenterez notamment les enjeux de l'économie circulaire des plastiques, puisqu'il va quand même falloir peut-être qu'on fasse quelque chose avec ces déchets plastiques qui sont déjà là, voire ces plastiques qu'on continue à produire. Donc ça sera la première option. Et puis, on discutera aussi de ça avec vous, Voldemar. J'adore ce prénom Voldemar. Si vous pensez qu'il a une baguette magique pour résoudre le problème, c'est lui. Il est à la direction de la stratégie de Veolia, et donc ça va bien nous aider. Comment on peut repenser toute la chaîne de valeur pour trouver des solutions et développer cette fameuse économie circulaire des plastiques. On parlera aussi des solutions alternatives, peut-être un peu avec vous. Et puis, Alexandra, vous êtes, vous, chez Danone, où vous coordonnez les projets d'intérêt général pour le fonds Danone pour l'écosystème. Et donc, on sait que Danone a pris pas mal d'engagements sur Evian, etc., à être 100% circulaire. Et par ailleurs, Danone s'est engagé à ce que, je cite, tous ces emballages soient conçus pour être 100% recyclables, réutilisables ou compostables d'ici à 2025. Donc, on va me dire 2025, il y a encore un peu de temps, mais en fait, pas tant que ça. Donc, vous nous direz ce soir comment ça se passe, ces engagements-là, chez Danone, avec évidemment les difficultés aussi qui se dressent sur votre chemin, et puis les initiatives qui sont prises par le fonds Danone pour l'écosystème. Voilà. Alors, cela étant dit, moi, mon rôle, il est sympa, mais pas que, parce qu'il y a aussi le timing. Donc, on a à peu près 45 minutes pour poser les enjeux, et puis ensuite on aura une demi-heure de questions, donc vous pouvez commencer à préparer vos questions, les noter sur un petit papier ou les noter dans votre tête comme vous voulez, et voilà, c'est ça, 45 minutes, 30 minutes, et après c'est fini. Je ne sais pas s'il faut qu'on libère la salle, après on est mis dehors en général, c'est ce qu'on dit pour mettre un peu la pression aux intervenants, mais pas forcément en fait là. Ok Romy, on va commencer avec vous, donc je vous donne le micro. Alors moi je m'apprêtais, comme je suis du sud, je m'apprêtais à prononcer votre nom à l'alsacienne, Hentinger, et en fait non, on m'a dit Antinger, on dit, c'est ça? Bon, bah alors là, à la Corse, Antinger, puisqu'on va parler de Méditerranée. Si normalement ça marche, normalement c'est très bien fait, ça marche tout de suite. Alors je disais tout à l'heure, vous allez nous parler un peu de cette expédition Tara en Méditerranée, qui est partie pour explorer notamment ce sujet de la pollution plastique. J'ai lu dans les notes préparatoires de Hub Conférence que 100% de la Méditerranée était polluée, parce que personnellement, ma mère est corse, donc on voit bien sur les plages corses. Par ailleurs, donc vous allez nous expliquer en quoi la situation est critique, en tout cas en Méditerranée, peut-être ailleurs aussi. Bon, on rebasculera peut-être aussi sur cette histoire de continent plastique pour bien confirmer que personne ne peut aller s'y installer en sortant de cette salle. Mais donnez-nous une idée un peu du niveau des dégâts, si je puis dire, de l'ampleur des dégâts, pour qu'on ait bien conscience ensuite du caractère innovant des solutions qu'il va nous falloir trouver. Bonjour, bonsoir à tous. Ça marche? Oui, ouais, normalement ça marche. Bonsoir à tous. Peut-être que je fais une très brève introduction sur la fondation. Ça marche mieux si vous le mettez sur le menton. Là. En fait, après, une fois que c'est collé, c'est bon, on oublie. Ça fonctionne. Oui, donc peut-être brève introduction sur la Fondation Tara. Donc, on existe depuis 2003. On est la première seule fondation publique sur les océans en France. Donc on a une goélette Tara qui réalise des expéditions scientifiques dans le monde sur des thématiques diverses, climat, récifs coralliens, plancton et évidemment pollution plastique. Concentrée sur cet aspect-là aujourd'hui. Donc avant 2014, je reviendrai que Tara, donc au travers de ses expéditions, récolte, même sur des thématiques différentes comme le plancton, de l'Arctique à la Méditerranée en passant par le Pacifique, on a parcouru le globe sur des thématiques diverses, mais dans nos filets, dans nos échantillons, on a toujours récupéré du plastique. Donc notre message déjà, c'est que c'est un phénomène mondial et que la pollution plastique n'est pas forcément à proximité des activités humaines, puisqu'on peut la retrouver on peut retrouver du plastique en Arctique, en Antarctique. Donc on a été précurseur dans l'analyse de cette pollution plastique, donc en donnant vraiment un point de vue marin de cette pollution plastique. En 2014, on a consacré 8 mois en Méditerranée. Donc pourquoi on a consacré 8 mois en Méditerranée pour étudier la pollution plastique? En fait, la pollution
plastique en Méditerranée. La Méditerranée est un très bon laboratoire pour étudier cette pollution parce que c'est une mer quasi fermée dont le taux de renouvellement de l'eau est de 90 ans. Donc on sait que le taux de dégradation de la pollution des plastiques va de 100 à 1000 ans dans l'océan. C'est un laboratoire qui est très intéressant et qui a une densité de plastique importante. L'aspect qu'il faut aussi déjà expliquer, c'est que le plastique, la pollution plastique dans les océans, elle est surtout et essentiellement microplastique. Donc, ce qu'on appelle le microplastique, c'est des plastiques de moins de 5 mm. Et ces microplastiques, ils représentent différentes menaces. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on communique beaucoup sur les impacts et les menaces physiques des macrodéchets. Donc là, il y a beaucoup sur les mammifères marins, sur les pailles, sur les sables plastiques qu'on retrouve dans les estomacs, qui perforent les estomacs, qui étouffent les mammifères. Donc ça, c'est vraiment la phase émergée de l'iceberg. La phase immergée, c'est qu'effectivement, ce plastique, il est essentiellement microplastique. Et celui-ci, il a des menaces chimiques, parce que le plastique a des composants chimiques, mais aussi le plastique a cette caractéristique de pouvoir aussi capter les autres polluants. Donc en fait, c'est une éponge à d'autres polluants. Et aujourd'hui, on s'interroge sur lorsqu'il y a ingestion de ces plastiques par les espèces marines, donc par exemple le plancton ou dans la chaîne alimentaire, est-ce qu'il y a un transfert de ces polluants? Et il y a aussi un aspect qui est moins connu, c'est que ces microplastiques sont autant de radeaux pour les bactéries, pour le plancton. En fait, c'est une vie qui s'organise sur ces microplastiques. Donc vraiment, on a maintenant une plastisphère. Donc à l'échelle de la Méditerranée, c'est 250 milliards de microplastiques qui sont autant de radeaux à des espèces qui peuvent être invasives et donc perturber les écosystèmes marins. Donc il y a vraiment les menaces physiques du plastique, donc plutôt macro-déchets. Ensuite, les menaces chimiques et les menaces écosystémiques. Et aujourd'hui, le constat, c'est qu'on ne connaît pas bien les conséquences de ces menaces, que ce soit du point de vue environnemental que du point de vue santé humaine. Et peut-être après, je ne sais pas si je continue au niveau du temps. Je vais vous poser une question, mais pas tout de suite. Et il y a aussi un aspect qui est assez inquiétant, c'est que par rapport à tout le plastique qui est déversé en mer, les scientifiques et ce qu'on récupère aujourd'hui ne représentent qu'1%. Donc c'est ce qu'on appelle le mystère plastique. C'est qu'on ne sait pas aujourd'hui ce que devient ce plastique. Est-ce qu'il est dans les fonds? Est-ce qu'il est ingéré? Est-ce qu'il est dégradé? Il y a une zone d'inconnu sur ce plastique. Il y a des nanoplastiques. Donc aujourd'hui, on arrive à récupérer du microplastique. Aujourd'hui, le nanoplastique, on l'étudie en laboratoire. Donc il y a des zones d'inconnu. Et donc après 2014, aujourd'hui, en mai, la goélette Tara repart en Europe. On part de mai à novembre en Europe dans les principales capitales. Et pour la première fois, Tara va remonter les fleuves. On va faire 10 des 15 principaux fleuves d'Europe pour vraiment aujourd'hui réfléchir sur donc comme on le dit, c'est que le problème est à terre. 80% des déchets qu'on retrouve en mer viennent de la terre. Et aujourd'hui, en fait, c'est de comprendre quelle est l'origine de ce plastique, quelle est sa source, quel est son cheminement dans les fleuves, quel est son transfert en mer, quelle est sa dispersion, comment il impacte l'écosystème marin, comment il se biodégrade, comment est-ce qu'il se biodégrade, est-ce qu'il vit avec ou dessus les bactéries aident à biodégrader ou pas. Donc en fait, c'est vraiment d'aujourd'hui à essayer de repousser ces zones d'inconnu et de mieux comprendre pour toujours dans la manière de comprendre le phénomène aussi pour remonter en amont et aider aux transitions écologiques du plastique, que ce soit sa production, sa consommation, de véritablement travailler sur l'amont de cette pollution. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, sur ce que vous avez observé en Méditerranée, on sait d'où il vient le plastique? J'ai vu l'autre jour qu'il y avait des ONG, j'en avais rencontré une notamment en Indonésie, et là je sais qu'il y a une ONG au Maroc, je crois, qui a fait la même chose, qui, alors eux c'est plutôt sur les plages en fait, mais qui regarde qu'est-ce qu'on retrouve sur les plages en essayant, c'est un petit jeu un peu amusant, de les attribuer à des entreprises en fait. À chaque fois que le logo ou le packaging est reconnaissable, il dit bon bah ça, pouf. Alors bon, moi j'avais vu, c'est amusant parce que j'avais vu l'ONG qui fait ça en Indonésie.
juste après avoir vu une grosse conférence sur les boîtes qui s'engageaient le plus. Et en fait, c'était la même liste. Évidemment, sans surprise. Alors, est-ce qu'on sait d'où il vient ce plastique ? On sait que les plastiques qu'on retrouve, les caractéristiques chimiques des plastiques renvoient beaucoup au secteur de l'emballage. Que le secteur de l'emballage, c'est le premier secteur qui est le plus polluant et créateur de déchets. Donc la caractérisation chimique est toujours en cours pour comprendre les sources, mais clairement, le secteur de l'emballage est un des secteurs les plus importants. Plutôt emballage, genre des produits quotidiens, ou plutôt plastique à usage unique, genre les pailles, les trucs éphémères. Est-ce qu'on arrive à savoir un peu ou pas ? Les deux. Oui. Les deux. Ok. Bon. Je n'ai pas abordé la question du 7e continent. Eh bien, je vous en prie, faites-le. Effectivement, entre la Méditerranée et là, notre prochain départ pour l'Europe, on a été pendant 2 ans et demi dans le Pacifique étudier les récifs coralliens. Et donc, on a traversé ce fameux gire qui fait 3 fois la taille de la France entre Miami et Los Angeles. Et on a pu faire remonter la chef scientifique qui était sur Tara Méditerranée pour des échantillons. Donc, c'était important pour nous d'aller échantillonner et surtout communiquer, parce que le rôle de Tara, c'est d'avoir une expertise scientifique et de la communiquer aux décideurs politiques, mais aussi à vous, et de l'expliquer le plus simplement possible et démystifier cette image effectivement d'un continent sur lequel on pourrait marcher et surtout un continent qu'on pourrait nettoyer. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les projets, les technologies qu'on développe pour nettoyer les océans, c'est des technologies qui coûtent très cher, qui mobilisent énormément de moyens, mais qui, selon nous, sont un bon moyen aujourd'hui et qui ont mis un coup de projecteur sur la problématique du plastique en mer, mais qui ne pourront pas nettoyer. On ne peut pas nettoyer les océans parce que, comme on l'explique, c'est 5 000 milliards de microplastiques. En fait, ce plastique, il se dégrade très vite sous l'effet de l'UV, des vagues, et donc tous ces plastiques ne sont pas nettoyables. Et donc, quand on y a été, j'ai demandé à la chef scientifique de prélever. Ah, ça, c'est un bout du continent ? Voilà, c'est un bout du 7e continent. Vous n'avez pas très envie en même temps, c'est sûr. Donc, il y a du plancton, il y a des fibres textiles. Sujet très intéressant aussi, les fibres textiles, sujet auquel on ne passe pas forcément. Donc, je veux bien faire passer l'échantillon. À condition qu'il revienne. Ne vous installez pas sur ce continent et ne l'installez pas dans votre poche. Surtout pas l'ouvrir, parce que c'est un produit qui est toxique, qui est du formol, donc il faut faire attention. Je veux bien faire passer, parce qu'on n'a pas tous les jours la chance d'avoir le 7e continent entre les mains. Donc voilà, il faut juste que je récupère. Non, on va le faire passer, tenez, je vais le passer. Tiens, ben voilà. Hop, merci. Vous allez comprendre la signification d'une soupe plastique. Et également, voilà, pris dans la résine, quelques échantillons de microplastiques aussi que je peux également faire passer. En même temps, sinon cet été, vous prenez un masque et vous regardez, hein, vous allez les voir aussi. Merci beaucoup, Romy, pour cette introduction. Alors donc, première question, c'est qu'évidemment, si tout ce plastique qui finit dans les océans, dans l'environnement, j'ai dit 79% de tout ce qui est produit finit dans l'environnement, si tout ce plastique, on arrivait déjà à le récupérer et idéalement à le faire tourner en rond, c'est-à-dire boucler la boucle pour le réutiliser, faire du plastique neuf avec du vieux plastique, si je puis dire, ça serait top. Et ça, Woldemar, c'est votre boulot. Donc, ça tombe bien. Alors, sachant que, quand même, sur les sites sur l'économie circulaire du plastique, on n'est quand même pas complètement rendu, parce que moi, les chiffres qu'on m'a donnés, que j'ai un peu complétés, d'abord, on voit bien au quotidien que le plastique recyclé, c'est pas si fréquent. Hein, les emballages, les marques qui font des emballages en plastique recyclé, elles en font un peu des caisses dessus parce que c'est bien le signe qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis en plus, souvent, c'est pas très joli aujourd'hui, donc vous nous direz peut-être. Mais du coup, on est obligé de les signaler. Je pense notamment à un super shampoing qui avait fait, je crois, Head & Shoulders avec du plastique, notamment des océans. On a le droit de citer des marques, c'est pas grave. Shoulders. Bon, bref, 9% du plastique est recyclé, d'après mes informations. Alors ça, sous le contrôle de Carlos, qui me dira, mais non, pas du tout. Versus 60% pour papier et carton en France, 50% pour le verre, 40% pour l'acier. Donc c'est pas top sur les autres, mais alors là, carrément sur le plastique, on est à la bourre. Alors, vous allez nous dire comment ça fonctionne déjà un circuit d'économie circulaire du plastique dans l'idéal. Qui sont les différents acteurs ? Est-ce que c'est un marché local ? Il faut le faire localement ou ça a du sens de trimballer du plastique d'un bout à l'autre de la planète ? Dites-nous donc ça. Avec plaisir. Et il y a marqué idéalement à l'aide d'un exemple pour illustrer. Donc je répète, idéalement, au cas où ils partent, attendez, ils repartent sur le 7e continent, je le ramènerai en lui demandant un exemple. Et comme ça, c'est fait.
Alors je suis venu avec des petits échantillons là pour essayer. C'est génial, vous allez ne gardez aucun de ces trucs. On voit ce qu'on vous fait passer, on s'en souvient et ils sont géolocalisés de toute façon, on saura les repérer. Donc l'idée en fait c'était de prendre l'exemple d'une bouteille d'eau minérale. Au hasard, hein. Voilà, au hasard. Personne ne se sent visé, aucun groupe, aucune marque. Voilà. De prendre l'exemple d'une bouteille d'eau minérale pour illustrer ce que ça veut dire en fait que une économie circulaire en fait pour ce type de produit. Donc là on est sur un produit de consommation courante, typiquement à usage unique, parce qu'on boit la bouteille puis ensuite on la jette. Donc cette bouteille là en fait elle est construite avec elle est faite avec du plastique qu'on appelle PET. Voilà, donc c'est du polyéthylène terephthalate pour les intimes. Donc ce plastique vierge, en fait, il est produit par l'industrie pétrochimique. Donc c'est des grands acteurs, des gros groupes qui produisent ce plastique à partir de pétrole ou de gaz. Ensuite, ils produisent en fait ce qu'on appelle des préformes. Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est une sorte de petit tube à essai en plastique. Donc c'est des plasturgistes qui font ça. Puis ça, c'est vendu à un groupe comme typiquement ceux qui font de la San Pellegrino. Qui citera pas. Voilà, qu'on citera. Délicieuse par ailleurs. Donc, qui soufflent la préforme, qui la remplissent. Puis ensuite, c'est distribué par des supermarchés, typiquement, ou alors directement par de la restauration. Donc, puis c'est consommé par nous. Et jeté. Alors là, il y a différents systèmes. Donc, typiquement, en Europe, on va avoir soit la collecte sélective, donc la poubelle jaune à Paris, par exemple. Mais ça peut être des systèmes de consigne, par exemple, dans d'autres pays. Et puis, il y a des pays où il n'y a aucune infrastructure particulière, typiquement les pays en développement, où là, vous allez avoir une partie de ce plastique qui va être récupérée par des réseaux informels, puis une partie qui va disparaître dans la nature. Disparaître, c'est un grand mot. Voilà. Oui, effectivement, enfin, réapparaître. Donc, ce plastique, quand il est récupéré, collecté, ensuite, il est mis en balles, donc ça ressemble à des espèces de grands cubes, comme des balles agricoles, quoi. Et puis, c'est envoyé dans des centres de tri. Donc, le plastique est trié, parce qu'en fait, typiquement, le bouchon, par exemple, ou l'étiquette ne sont pas dans le même plastique que la bouteille. Donc, il y a besoin d'opérations de tri supplémentaires. Donc ça, c'est un tri qui est assez simple, puisque c'est par densité, enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais ça se fait assez simplement. Et on produit ce qu'on appelle des flakes. Voilà, donc c'est ça, on pourra faire passer l'échantillon aussi. On produit des flakes de PET. Donc flake qui veut dire flocon, c'est le même terme que pour les cornflakes, mais ne les mangez pas quand ils circuleront. Enfin, cela dit, c'est pas du tout toxique, au contraire. Oui, enfin, ça n'a pas l'air sympa quand même. Hein, mais on ne recommande pas de le manger, effectivement. C'est ça. C'est ensuite réinjecté. Venez donc chercher ces flakes. Voilà. Et donc ensuite, c'est vendu en fait aux gens qui font les préformes, et donc souvent qui mélangent ça avec du plastique vierge dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui refont une bouteille. Voilà. Donc ça, c'est une boucle classique, quoi, de l'économie circulaire sur le plastique pour les bouteilles de minéral. Donc, classique, mais pas si courante quand même. Alors, c'est quand même assez répandu en fait quand on regarde. Par exemple, à San Pellegrino, il y a du plastique recyclé dedans ou pas? Dans cette bouteille. Question piège, qui n'était pas sur le questionnaire que j'ai envoyé avant. Ça, c'est une question qui n'était pas prévue. Non, mais c'est bon, c'est bon. On enquêtera. On enquêtera. Cette bouteille, c'est pas spécifié. Bon. On sait pas. Donc, il y a effectivement les marques incluses du plastique recyclé. Donc ça existe un peu un peu partout dans le monde. Après, les taux varient en fait pas mal d'un pays à l'autre, puisque les conditions, notamment d'infrastructure, ne sont pas effectivement toujours réunies pour arriver à atteindre des taux importants d'inclusion de plastique recyclé. Puis il y a un certain nombre de contraintes aussi techniques à l'utilisation de 100% de plastique recyclé dans une bouteille. Alors, deux questions, c'est quoi? Mais il y en a qui le font quand même, d'ailleurs, par parenthèse. Quand même. Tout à fait, ça existe. Ouais, par moment, on oscille entre ceux qui disent mais non, c'est pas possible, et ceux qui disent ah bah tiens, il y en a en linéaire. Alors, effectivement, c'est possible en fait dans certains cas. En revanche, il y a un certain nombre de freins qui empêchent de le généraliser à 100% sur l'intégralité de l'industrie à l'heure actuelle. Alors, quels sont-ils ces freins? Alors là, encore une fois, ça dépend beaucoup en fait du type d'économie ou d'infrastructure dans lequel vous vous trouvez. Mais les freins, vous allez avoir des freins techniques à l'utilisation de 100% de plastique recyclé, puisque il faut atteindre un certain nombre de caractéristiques techniques et c'est pas toujours évident en fonction de
de la qualité du tri qui a été réalisé en amont. Vous avez aussi des contraintes économiques, puisque parfois, en fait, les efforts et tous les coûts qui sont liés à la mise en place de ces systèmes de collecte, de systèmes de tri et de recyclage font que votre plastique va peut-être être plus cher, in fine, que le plastique vierge. Donc, c'est des contraintes économiques. Parfois même de perception. Il y a des pays, par exemple en Corée, en fait, où vous ne pouvez pas utiliser de PET, donc c'est ce type de plastique, pour faire des bouteilles d'eau minérale, puisque c'est interdit pour des histoires vraiment de perception. Voilà, on dit le plastique recyclé, en fait, ça vient d'un déchet, et donc l'utilisation de ce plastique est bloquée par la législation, alors que techniquement, c'est tout à fait possible de l'utiliser et parfaitement sécurisé, évidemment. Sur le coût, il y a vraiment un sujet coût, ou c'est parce que pour l'instant, c'est une toute petite partie de l'industrie, que du coup, il n'y a pas d'économie d'échelle? Je me souviens discuter avec un géant du plastique brésilien, que je ne citerai pas, qui m'avait expliqué qu'il y avait un énorme problème de coût. Et du coup, il m'a dit, oui, mais nous, on a une usine. Et en fait, quand on l'interrogeait sur la capacité de l'usine, elle était juste microscopique par rapport à ce qu'ils produisent. Et du coup, inévitablement, les aspects économie d'échelle ne jouent pas, en fait. Ouais, alors la production de plastique recyclé n'est pas directement comparable, industriellement, avec la production de plastique vierge, quoi, hein. Parce que la production de plastique vierge, effectivement, c'est des énormes infrastructures qui produisent de l'ordre du million de tonnes, alors mais que vous alimentez avec du gaz, donc vous avez des pipelines ou du crude oil. Alors qu'une usine de plastique recyclé, ça va nécessairement être plus petit, puisque votre gisement est assez diffus, vous avez des sujets logistiques, vous ne pouvez pas construire une usine de recyclage du plastique aussi grosse qu'une usine de plastique vierge. Vous ne pouvez pas atteindre tout à fait les mêmes économies d'échelle. En revanche, il y a un sujet coût. En revanche, quand on regarde ce que ça représenterait, par exemple, sur le prix d'une bouteille, vous vous rendez compte que c'est pas forcément... ça peut représenter quelques centimes, quoi, en fait. Mais voilà, vous êtes sur des sujets d'optimisation industrielle. Et puis, il y a aussi une question de volonté de payer, en fait, du consommateur final, quoi. Ou de l'entreprise. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Ok. Carlos, vous êtes directeur scientifique de Citeo, qui est éco-emballage. C'est un peu simpliste de dire ça, mais en tout cas, éco-emballage, réunion d'éco-emballage et d'éco-folio. On a l'impression parfois que, du coup, pour encourager l'économie circulaire, il faudrait que les plastiques soient conçus autrement, peut-être plus faciles à recycler. J'ai dit tout à l'heure les taux de recyclage, je ne sais pas si vous avez les mêmes que moi, mais enfin, en gros, ils sont quand même... inférieurs à ceux du verre et des métaux, qui sont plus faciles à recycler. Est-ce que tous les produits plastiques peuvent rentrer dans cette économie circulaire, ou il va falloir se passer d'une partie des plastiques qu'on a aujourd'hui ? Alors, si vous le permettez, je vais juste rappeler effectivement ce qu'est Citeo, parce qu'en fait, c'est une société que vous ne connaissez pas forcément, mais avec laquelle vous êtes en contact quasiment tous les jours, à chaque fois que vous videz votre poubelle. Et j'espère que vous la videz pour ce qui est des emballages dans le bon bac. Voilà. Citeo, c'est la société qui s'occupe de la collecte sélective, du tri et du recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques en France. Effectivement, auparavant, elle s'appelait Éco-emballage. Alors, deuxième point, et j'en viens à votre question, Elisabeth, mais deuxième point, je ne peux pas m'empêcher de réagir à ce qui a été dit sur les coûts. Parce qu'effectivement, parlons coûts. Est-ce que vous savez que le recyclage, aujourd'hui, est plus cher que l'élimination simple des déchets ? Voilà, c'est une réalité. Ça ne justifie absolument pas le fait de ne pas recycler, hein, soyons bien clairs là-dessus. Mais il y a dans les contraintes économiques cette contrainte de coût qui fait qu'il faut financer le recyclage si on veut le voir se développer. Alors c'est précisément le rôle de la société Citeo. Citeo, ce que fait cette société, c'est qu'elle reçoit de l'argent des metteurs en marché, de tous ceux auprès de qui vous achetez des produits emballés. Et pour chaque emballage, on reçoit une contribution financière qui sert à financer la collecte sélective, le tri et le recyclage. Voilà, j'en arrêterai là. Mais tout de même, sur ce sujet du plastique, puisqu'on en parle, c'est un sujet mondial, il y a des pays où la situation est absolument calamiteuse, ce qui ne veut pas dire que nous sommes exonérés de tout effort, hein, mais il y a des pays où la situation est particulièrement calamiteuse, et une des raisons, c'est qu'il n'y a aucun système de financement mis en place pour développer le recyclage. Bon, ça, c'est pour dire qu'il faudrait Citeo dans tous ces pays. Alors, ce n'est pas forcément Citeo, ça peut prendre d'autres biais, mais oui, je veux faire un petit peu de prosélytisme dans ce
point domaine. où on en est, on peut le dire. Non, je vais faire un peu de prosélytisme dans ce domaine parce que c'est un mécanisme qui n'est pas que Citeo. D'ailleurs, il y a 34 pays en Europe qui utilisent ce système dit de la responsabilité élargie du producteur. Et encore une fois, ce n'est pas pour défendre une société ou quoi que ce soit, mais soyons extrêmement rationnels. Hein. On veut tous trouver des solutions au plastique. Pour trouver des solutions au plastique, il faut trouver de l'argent. Voilà, donc mettons en place des systèmes de financement qui permettent d'amorcer la pompe et ce sera une chose. Alors maintenant, j'en viens à votre question. De toute façon, Elisabeth. c'est ça ou des écotaxes, non? À terme? Ça peut être Soit ça. en gros, c'est volontaire. Si Si c'est pas volontaire. Non, vous avez aussi des systèmes. Vous parliez avec des mots assez directs, je trouve, de la Chine et de son caractère un tout petit peu. Non, mais c'est pas faux. Ouais. Voilà. Donc, où on fait les choses en bonne intelligence, on essaie de les inscrire dans l'économie, on se partage les coûts et on arrive sur des systèmes de type responsabilité élargie du producteur. Sinon, vous avez une autre voie qui est de dire je veux que, et paf, vous l'imposez partout. Mais je ne sais pas, ça ne prend pas toujours la forme qui est la plus attendue, quoi. Ouais. Voilà. Non, pour en venir au plastique, et vous avez raison de poser le sujet en disant le verre, le papier carton. Alors pourquoi sur le plastique? Pourquoi le plastique est en retard? Parce que ça, c'est une réalité. Hein. Le verre, pour vous, ça vous paraît une évidence. C'est recyclé de façon quasiment infinie. Le papier carton, c'est rentré dans les mœurs. Il y a encore, je sais pas, 15-20 ans, on repérait un papier recyclé au fait qu'il était un peu jaune, un peu marronasse. Hein. Souvenez-vous, c'est même plus le cas maintenant. C'est rentré dans la consommation de tous les jours. Alors sur le plastique, on a encore un gros défi. Alors les chiffres sont un peu cruels. Pour les plastiques, les emballages, on en recycle aujourd'hui 27% des emballages, comparé au verre qui fait à peu près 80%. Là, emballage, on mélange usage unique, le petit bol en plastique dans du tous fast les emballages food que vous utilisez. D'accord. Oui. Alors pas les couverts ou les choses comme ça qui techniquement sont pas des emballages, hein, mais ça c'est autre chose. Voilà. Donc écoutez. Peu importe, il faut progresser. Alors pourquoi il faut progresser? Le plastique, ce n'est pas tout à fait un matériau comme les autres. C'est une construction de la chimie. Hein. C'est ce qu'on appelle un polymère. C'est une molécule un petit peu plus complexe. Et si la complexité s'arrêtait là, mais on en utilise plusieurs. Voilà. Or, une des règles, parmi beaucoup, mais une des règles, c'est que vous ne pouvez pas recycler l'ensemble de ces polymères en mélange. Ça donne rien. Ça donne une espèce de pâte à modeler grisâtre, et ça, c'est pas possible. Donc, il faut séparer les polymères les uns des autres pour pouvoir les recycler de façon convenable. Ça, c'est une des difficultés. La deuxième difficulté, je ne veux pas être trop long, mais en fait, vous y êtes confrontés tous les jours parce que vous la voyez sous un angle extrêmement positif. Les plastiques, c'est petit, c'est léger, ça sert à quantité d'usages différents. Voilà. Et cette polyvalence que le plastique a dans son rôle de matériau protecteur, qui est une réalité, il nous évite beaucoup de gaspillage de produits, beaucoup de gaspillage alimentaire, mais cette polyvalence qu'il a fait que quand on veut le recycler, on est aussi confronté au fait qu'il est petit, qu'il est multiple, qu'il est divers, etc. Donc il y a beaucoup de technologies à mettre là-dedans. Ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel je reviendrai. Mais oui, il faut faire appel, en tout cas, à l'industrie et à la technologie pour essayer de construire une solution pour ce problème. Est-ce que le recyclage, c'est la solution, au fond? Enfin, après, on discutera d'est-ce qu'il n'y a pas d'autres matériaux alternatifs, etc. Mais je me souviens, comme peut-être certains d'entre vous, de ce cache investigation sur le plastique, où finalement le sujet revenait en boucle de est-ce que les marques peuvent indéfiniment rejeter la faute, entre guillemets, sur... enfin, de toute façon, l'humain rejette toujours la faute sur quelqu'un d'autre, mais en gros sur le consommateur en disant « Ah ben le problème, c'est qu'il ne recycle pas ». Sous-entendu cet abruti, un peu, on entendait parfois, même si ce n'était pas dit. Et évidemment, Élise Lucet renvoyait le débat aux marques qu'elle interviewait en disant « Oui, mais vous... » Et parce que je reprends l'exemple de Voldemar tout à l'heure, il dit ouais, mais là, il y a 3 types de plastique. Alors, il y a le plastique de la bouteille, le plastique de l'étiquette, qui en l'occurrence n'est pas en plastique, celle-là, mais ça existe, et le plastique du bouchon. Est-ce que, du coup, le fait de dire non, mais il faut que le consommateur trie, c'est pas la marque n'aurait pas déjà intérêt à faire en sorte d'utiliser le même plastique pour tout, parce qu'au moins, ça limiterait le problème que vous évoquiez tout à l'heure? Alors, ça, c'est tout le champ de ce qu'on appelle dans nos métiers l'éco-conception. C'est-à-dire que quand on produit quelque chose, il faut tout de suite penser à ce qui va devenir, et notamment la façon dont on va le gérer en étant un déchet. Alors, vous avez parfaitement raison, il y a d'énormes efforts à faire en matière d'éco-conception. Probablement parce que le plastique a tellement de propriétés qu'on voit bien que si on n'y fait pas attention, on va essayer de cultiver ou de développer telle nouvelle fonctionnalité, tel progrès, et je le mets le terme de progrès entre guillemets, en oubliant un petit peu ce qui va devenir à la fin. Donc oui, il faut faire de l'éco-conception et il faut intégrer dans l'éco-conception le recyclage. Parce qu'en même temps, on dit aux gens il faut recycler, mais par exemple sur les bouteilles, c'est assez frappant, les étiquettes avant, de mémoire, elles étaient en papier tout le temps.
Et aujourd'hui, elles sont beaucoup en plastique, sur les bouteilles en plastique. Bah, tant que le plastique de l'étiquette ne pose pas de problème pour le recyclage, vous savez qu'il soit en papier ou en plastique, ça ne changera pas grand-chose à ce niveau-là. Voilà. Mais en tout cas, pour revenir à votre point, oui, il faut faire de l'éco-conception. Alors cette éco-conception, elle a quand même une limite, parce que n'imaginez pas qu'on utilise tous ces plastiques simplement pour se faire plaisir. En fait, vous n'avez pas besoin des mêmes propriétés pour contenir de l'eau ou pour contenir une tranche de jambon ou pour contenir d'autres produits. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a cette diversité de solutions. Mais encore une fois, le champ de l'éco-conception, il faut le travailler pour faire que le plastique soit de plus en plus recyclable. Ça, c'est la première chose. Et après, il faut développer des techniques de recyclage dont on a besoin aussi. Et après, on a aussi des entreprises, je pense, c'est Pepsi, qui a racheté SodaStream, qui investissent déjà dans des solutions qui sont plus des solutions de type, entre guillemets, gourdes remplissables de soda, etc. Enfin, qui investissent déjà. Est-ce que ça veut dire qu'ils voient venir un moment où, de toute façon, ça va craindre avec le plastique et où il va falloir trouver d'autres solutions ? Alors, je crois que ça veut venir... Moi, j'entends ce que vous me dites de la façon suivante. Il n'y a pas qu'une solution technique, ce n'est pas qu'un problème industriel. Le plastique nous renvoie, à l'évidence, aux excès de nos modes de vie et de nos modes de consommation. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, haro sur le plastique. Moi, de temps en temps, je fais le parallèle avec la nourriture, si vous voulez. Moi, je trouve aussi que l'usage qu'on fait de la nourriture aujourd'hui est un petit peu dévoyé par rapport à ce que ça doit être au départ. Voilà. Il y a une sorte de parallélisme entre les deux. Mais bon, donc ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'on ne trouvera une solution que si on mobilise aussi des comportements différents. Si vous voulez un bout d'explication à ce qui se passe sur les plastiques, puisque vous êtes parisien, jetez un coup d'œil à vos poubelles en bas d'immeuble si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà. Et ça nous renvoie quand même à une chose toute simple, c'est qu'on ne gère pas très bien nos déchets, et en particulier dans les grandes villes. Voilà. Donc ça concerne un petit peu tout le monde de ce point de vue-là. Et il y a un problème de qualité, on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un problème de qualité sur le plastique recyclé ? On disait, c'est pas encore, les filières sont pas très... Vous disiez, ça coûte cher. Est-ce qu'il y a une pénurie de matière ? Ce qu'on entend dire sur il y a un problème de qualité, ça fait un plastique moche, vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce que c'est mélangé, ou parce qu'on part de plastique de couleur, ou ça bloque l'entrée dans une économie plus vertueuse, plus circulaire ? Alors, le problème de la qualité, pour le résumer vraiment de façon très simple, c'est rappelez-vous que le plastique en question, il va contenir des aliments. Voilà. Donc, vous, comme moi, on veut, par rapport à ce matériau, d'ailleurs qui s'appelle plastique ou quelque autre matériau que ça, on veut qu'il soit parfaitement sûr d'un point de vue sanitaire. Voilà. Et c'est là où le recyclage du plastique peut trouver certaines limites, parce que le plastique de la bouteille d'eau, on peut le recycler et lui donner toutes les qualités nécessaires pour être en contact avec des aliments. Ça, on sait le faire. Sur d'autres plastiques, on ne sait pas encore le faire. Voilà. Donc c'est pour ça que les utilisations du plastique sont un peu limitées. Et c'est pour ça aussi, si vous le permettez, j'en dis juste 2 mots, qu'on s'intéresse beaucoup aujourd'hui à des techniques de recyclage qui sont différentes de ce qu'on fait jusqu'à maintenant, des techniques dans lesquelles on revient aux composants de la molécule plastique et on reconstruit ensuite la molécule plastique. C'est ce qu'on appelle la dépolymérisation. Pour ceux qui ont quelques souvenirs de dures épreuves de chimie. Mais voilà, donc il y a dans ce domaine-là beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais en tout cas, la limite, encore une fois, c'est une limite qu'il faut positiver. On ne recycle pas n'importe quoi. On recycle avec comme objectif d'avoir un produit de qualité, un produit qui remplisse toutes les conditions qu'on attend de ce produit. Et c'est pour ça que, en ce qui concerne le contact alimentaire, on est super exigeant. J'en profite pour glisser une chose. Soyez rassurés, la filière des emballages ménagers n'a jamais envoyé de plastique en Chine. Ça, on ne l'a pas fait. Voyez, on a toujours essayé de construire une filière de recyclage en France, une filière qui soit autonome, ou en Europe. Mais en tout cas, on n'a jamais joué la carte un peu trop facile du grand export. Merci beaucoup. Alors, on va parler, avant de passer la parole à la salle, des alternatives au plastique, puisqu'on voit qu'on peut maximiser le cycle de vie du plastique, le rendre plus circulaire, le réutiliser plusieurs fois, etc. Si on arrive à résoudre et à relever les défis que vous avez évoqués. Mais il y a un autre axe, évidemment, pour réduire l'impact sur l'environnement, qui est de le réduire. Ça fait partie des objectifs que s'est donné Danone, puisque j'ai dit tout à l'heure, 100% recyclable, réutilisable ou compostable. Donc là, on a déjà, on expliquera peut-être, vous expliquerez, Alexandra, ce que c'est que le plastique compostable. Mais 2025, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même pas demain matin, mais après-demain matin. C'est quoi le plan d'action pour atteindre ces objectifs ?
Bonsoir. Donc oui, une ambition qui est assez importante pour le groupe, qui est sur tous ces packaging, hein, pas simplement sur le plastique, hein, mais qui englobe donc les autres formes de packaging qu'on peut avoir, donc le papier, le métal, le verre. Il y a plusieurs formes d'activation de ces ambitions qui ont été mises en place, qui ont été pensées, à la fois sur éliminer ce dont on n'a pas besoin. Donc en fait, passer à cette étape de réduction, donc d'identifier quels sont les packagings qui sont aujourd'hui superflus et les enlever de nos chaînes. Ça, c'est par exemple le carton, en l'occurrence, c'est pas du plastique, autour des yaourts, etc. C'est ça ? Par exemple, vous avez certainement dû voir en France les bouteilles d'Evian qui sont passées sur des patchs de colle sur les bouteilles plutôt que d'avoir du plastique tout autour. Voilà, donc ça fait partie de ces innovations. Comment est-ce qu'on peut enlever du plastique dont on n'a pas besoin, ou du packaging, hein, ça peut être aussi du carton. Pas avoir 40 cartons, 40 emballages autour d'un produit. Ça fait aussi partie de ça. L'innovation en matière d'éco-conception. Donc, on travaille à la fois avec Citeo, avec Veolia, avec de la recherche, avec des startups sur tous ces nouveaux systèmes de recyclage ou de comment on repense le plastique ou le packaging, encore une fois, sur son cycle de vie. Donc, pour son utilisation pour nous, mais sur ce qui va devenir, puisqu'on ne peut pas forcément voir encore un pot de yaourt sur les plages, hein, voilà, ou une bouteille. Donc ce design, cette éco-conception, de l'innovation, mais aussi repenser parfois des modèles de consommation. Donc on a aussi un volet dans cette activation qui repense les modèles de consommation. Est-ce que c'est du vrac, de la réutilisation, etc. Là, c'est des bonbonnes, par exemple, réutilisables. Exactement. Pour l'eau, etc. Il y a une grosse partie du business du groupe que vous ne voyez pas forcément en France, mais qui est à l'étranger, qui est sur des bonbonnes réutilisables. Donc, au lieu de vendre des bouteilles en plastique, on vend des bonbonnes de 50 litres, par exemple, de 20, 30, 50, en fonction du consommateur. Et on va rechercher ces bonbonnes et on les réutilise, on les ré-remplit et on les redistribue. Et enfin, il y a aussi comment repenser le modèle de collecte. Donc, on pense aussi qu'on a un rôle sur des modèles de collecte co-construites avec différents partenaires pour augmenter ces taux de collecte de matière pour les réintroduire dans l'économie. Alors ça concerne par exemple les pays où il n'y a pas de circuit, c'est ça ce que vous évoquiez tout à l'heure, Carlos évoquait, ouais. Où on a des systèmes de recyclage dits inclusifs qui impliquent en fait parfois des communautés défavorisées. Je sais qu'il y a une ONG, j'ai vu qu'elle était interrogée où ils parlaient dans le magazine de Veolia là, qui s'appelle Plastic Bank, qui fait ça aussi. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et on travaille avec pas mal d'entre elles. Donc, le fonds Danone pour l'écosystème, c'est un fonds de dotation qui a été créé par le groupe il y a 10 ans pour monter des business inclusifs sur plusieurs types de domaines, qu'elles soient agricoles, sur le recyclage ou la collecte, de la protection de bassins versants, de la microdistribution, du service à la personne. Et sur donc le business inclusif, on peut peut-être définir pour. C'est créer des modèles qui vont inclure des personnes marginalisées. Dans des économies informelles, ça va passer par des communautés qui ne sont pas forcément reconnues pour le travail qu'elles font. Et dans des économies formelles, ça peut être des personnes en voie de réinsertion. Ou des personnes à mobilité réduite, tout simplement. Donc des personnes qui ne sont pas forcément employés de manière systématique, on veut les réinclure dans l'économie, dans ces modèles de business-là. Donc si on se concentre sur le recyclage inclusif en particulier, donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans des systèmes d'économie informelle, la collecte aujourd'hui, elle est réalisée par des chiffonniers, donc des personnes qui travaillent soit dans les rues, soit dans les décharges à ciel ouvert, et qui vont aller collecter de la matière qui peut avoir une petite valeur. L'ambition des projets qu'on a aujourd'hui soutenus par le fonds, c'est d'augmenter cette valeur de la matière pour qu'elle soit davantage collectée, davantage triée et davantage revendue à des recycleurs pour la réintégrer dans l'économie. Et c'est pas complètement anecdotique, ça. Enfin, je veux dire, c'est pas anecdotique pour les gens que ça réinsère. Mais est-ce que c'est pas complètement anecdotique dans un pays lambda à l'échelle des tonnes de plastique qui sont mises sur le marché ?
Parce que c'est ça le sujet au fond du recyclage. Et tout en disant, bah oui, évidemment, il faut le faire, on ne peut pas s'en passer. Mais est-ce que c'est pas complètement anecdotique par rapport à l'ensemble? Je sais que nous, on bosse pas mal dans la mode. Il y a le même sujet dans la mode. C'est les quelques fringues qu'on recycle, c'est rien du tout à côté de la masse qu'on met sur le marché. Et si le fait qu'on ait mis en place ces initiatives de recyclage, du coup, autorise tout le monde à y aller gaiement sur la fast fashion et à continuer à renouveler les collections, à mettre plus de fringues sur le marché, il n'y a pas ce problème-là, ce problème d'échelle? Alors c'est un des défis de tous ces business-là, c'est la massification et s'assurer qu'on ne soit pas une toute petite goutte. C'est le cas de le dire. Voilà, une petite goutte d'eau dans l'océan, mais sans plastique, celle-là. Mais c'est un grand défi pour plusieurs raisons. Parfois, cette activité n'est pas l'activité principale de la personne. C'est une activité sur le côté pour leur permettre d'avoir un revenu supplémentaire, mais ce n'est pas forcément un revenu principal parce qu'aujourd'hui, l'économie fait que ce n'est pas assez puissant pour eux pour avoir cette activité principale. Deux, il manque de logistique qui entre donc dans les villes, mais aussi à la fois pour lier les décharges, les villes, les centres de tri. Donc il y a ce problème de professionnalisation, de logistique et ensuite d'achat de cette matière. Donc c'est le rapport de pouvoir entre ces personnes qui ont accès à la matière et les personnes qui vont utiliser cette matière. Et on a un nombre assez important d'intermédiaires aujourd'hui qui font qu'il y a un peu une dilution et en plus une non-redistribution de la valeur qui est créée après au bout de la chaîne. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, augmenter donc ce volume collecté tout en s'assurant qu'il y ait bien une redistribution derrière. Aujourd'hui, avec le fonds, donc on a 8 projets. On récupère à peu près 45 000 tonnes par an de déchets. Et on a une ambition d'ici 3 ans d'augmenter à un peu plus de 100 000 tonnes de déchets. Et on sait ce que ça représente dans les pays concernés par rapport en pourcentage par rapport à ce qui est mis sur le marché? Ça dépend du pays. Pour se faire peur. Alors, ça dépend du pays. Bon, alors prenons le pays le plus positif, comme ça. Parce qu'on est Hub Conférence, il faut être positif. Ça reste petit aujourd'hui sur donc c'est 45 000 tonnes ou c'est 100. On est plutôt en dessous des 10% qu'au-dessus des 90%. D'accord. Merci beaucoup. Carlos, peut-être avant de passer la parole à la salle, nous, je disais qu'on a accompagné Cogent dans les solutions possibles. Alors, dans les solutions possibles, il y a par exemple le fait que les emballages sont aujourd'hui à 80% recyclés, qui seront à 100% cet été. Mais selon les usages, selon ce qu'on met dedans, en gros, du froid, du chaud, le couvert, l'emballage, le café, le thé, etc. Il y a plein d'alternatives différentes. C'est jamais les mêmes. Comme ça, ça facilite pas le boulot des entreprises, mais on voit apparaître plein d'alternatives. Alors, des alternatives du plastique fait à partir d'autres choses que du pétrole. Bon, on a dit recyclé, mais fait à partir de produits agricoles, de déchets agricoles. L'autre jour, j'ai vu des couverts faits à base de noyaux d'avocat, j'ai vu ça. Et après, il y a le plastique compostable, on l'évoquait, donc du plastique qu'idéalement on jetterait dans son compost. Bon, ça ne marche jamais comme ça. Aujourd'hui, le plastique compostable, c'est pas compostable dans son jardin, je le dis pour... voilà. Est-ce qu'on va avoir... Alors, à chaque fois qu'on explore ce truc-là, on nous dit « Ah oui, mais parce qu'en fait, le marché n'est pas encore complètement développé, il va y avoir plein de choses. » Après, on sait que sur d'autres marchés, plus on fait confiance à la technologie en disant « Non, mais c'est pas grave, on va trouver la solution. » Ça ne marche pas toujours, en tout cas pas dans les délais qu'on espère. Il va y avoir des alternatives, vous pensez, ou l'alternative, c'est le retour à la consigne, comme dit HSBC à Coca-Cola? Alors, dans l'ordre, Cogent, très bien. Très bien, parce que non, mais il faut commencer par là, parce que un des sujets qu'on a, c'est que vous êtes tous habitués à trier chez vous. Voilà, vous avez votre bac jaune et puis vous sortez, vous allez dans une gare, vous allez dans un aéroport, vous allez dans la restauration rapide et vous n'êtes pas toujours, il n'est pas toujours possible de trier. Voilà. Donc ça, c'est un sujet pour nous. Il n'est pas possible de trier dans les rues de Paris quand même. Oui, et dans il n'y a pas de poubelle autre que les petits sacs en plastique vert. Voilà. Donc encore une fois, l'initiative de la société que vous avez évoquée, écoutez,
et tant mieux, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence tout simplement, et qu'à chaque fois que vous aurez un emballage dans les mains, donc vous devez vous défaire, vous ayez la possibilité de le recycler. Donc ça, c'est une très bonne chose. Deuxième chose, les emballages, alors le plastique issu de ressources végétales. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, on pourrait s'affranchir des hydrocarbures fossiles. On n'a plus besoin de taper dans quelque chose qui a mis des millions d'années à se former, qui s'appelle le pétrole. On peut utiliser effectivement des chutes de produits agricoles. Des chutes, parce que si on est obligé de cultiver des terres, on va utiliser plein de pétrole, mais dans l'agriculture, du coup. Voilà, alors ça c'est le point. Et donc là, la technique doit un petit peu progresser, parce que si effectivement on est sur une source où on est en cohérence avec en concurrence avec l'alimentation, vous l'imaginez bien, c'est pas terrible. Voilà. Après, la compostabilité, ça peut être une propriété intéressante pour certains types d'utilisation très particuliers. Voilà, quand on parle d'ailleurs de pollution marine, je crois que ma confrère me contredira pas. Il y a effectivement les emballages, mais est-ce que vous savez, par exemple, les engins de pêche, sont une source de pollution marine malheureusement très très fréquente. Voilà. Les engins de pêche, c'est quoi ? Les filets, les filets, tout simplement. Les filets. Mais les filets et par extension, certaines pièces qu'on utilise sur les bateaux de pêche, des choses comme ça. Il y a d'ailleurs des entreprises qui les récupèrent, qui payent les pêcheurs pour les ramener et pour les recycler. Voilà. Donc, dans ce type de conditions-là, on se dit, si on avait un polymère un plastique qui avait toutes les qualités de résistance voulues pour faire un filet, mais qui en plus ne prendrait pas 400 ans à se défaire si malheureusement il tombe dans l'eau, ça peut être une voie intéressante. Mais on est quand même au tout début de cette histoire-là. Donc, là, si vous voulez, à très court terme, vraiment le message, c'est il faut collecter. La collecte, c'est la première barrière à la pollution des plastiques. Il faut le dire et le répéter. Voilà. C'est un geste qui est, j'allais dire, simple, pas toujours, non, mais c'est le premier geste si on veut éviter de polluer les océans. Pensez-y, demain matin, en passant devant votre poubelle jaune, l'esprit de Carlos vous regarde. L'œil de Carlos est dans la poubelle jaune et vous regarde. Ok, merci beaucoup à tous les quatre. On va prendre, comme on est un peu à la bourre, forcément, puisque je suis responsable du timing. Non, on n'a pas commencé à l'heure. Des questions, des remarques, des interpellations. Gentille, évidemment, et bienveillante, comme il se doit, envers nos invités. Bonsoir, Merci. je m'appelle Fatia Assal, je travaille au département plastique chez Veolia. C'est pas grave. Tout va bien se passer. Tout se passe bien. Non, mais en fait, moi, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'actuellement, il y a une diabolisation de la matière plastique, ce que je trouve un peu dommage. Et on entend dire qu'on souhaiterait, enfin, c'est la Norvège qui a initié cette demande, vouloir passer le plastique en liste orange, alors qu'il est actuellement en liste verte, c'est-à-dire qu'on peut exporter avec un document qui s'appelle l'annexe 7, donc qui lui aussi, c'est un document qui permet en fait de voir la traçabilité de la matière depuis le lieu de chargement, le producteur et le lieu de destination. Donc moi, ma question, c'est quel est votre avis sur cette volonté de vouloir passer le plastique en liste orange? Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux? Est-ce que ce n'est pas un frein justement à la boucle d'économie circulaire qu'on souhaite faire chez Veolia et dans d'autres groupes, je suppose, de recyclage? Y a-t-il pas un danger justement? Parce qu'on sait que la Norvège je crois qu'ils sont à 90% de recyclage de leur plastique. On n'est pas les bons élèves, certes, mais est-ce que ce n'est pas passer d'un extrême à l'autre? Voilà. Bon, alors, qui veut répondre à cette question un peu méga technique, mais néanmoins colorée? Vert ou orange? Bah oui, c'est forcément... Du coup, j'ai tendance à me tourner vers vous, hein, c'est logique. Non, je vais le faire très court. Il y a eu des excès, malheureusement, dans les exportations. Il faut le savoir. Si la Chine a réagi en fermant ses frontières, ce n'est pas tellement parce qu'elle importait des déchets plastiques. La Chine est un pays où le rythme de consommation fait qu'on a besoin de plus en plus de matériaux. Donc, en fait, il faut le savoir, la Chine importe des plastiques à recycler. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Le souci vient quand les produits qu'ils ont importés étaient en fait d'une qualité absolument désastreuse. Et ça, malheureusement, il y a eu sur le marché des acteurs et des pays qui ont pris cette très mauvaise attitude d'exporter des déchets souillés, des déchets mélangés en Chine. Voilà. Donc c'est ça l'origine, à mon avis, de la mesure demandée par la Norvège, c'est de dire, bon, attendez, deux choses l'une, ou bien on contrôle la qualité de ce qu'on exporte et il peut y avoir un marché. Si on ne la contrôle pas, dans ce cas-là, on va mettre le plastique dans la liste des déchets qui ne peuvent pas être exportés comme ça. Je pense que c'est ça. Donc, entre l'orange, le vert, etc. Oui, non, je m'arrêterai là, j'en sais rien. Bon. Quelqu'un d'autre sur le Voldemar? Vous avez un avis là-dessus?
je pense que l'essentiel a été dit. Enfin, non, c'est vrai qu'il y a eu des sujets de qualité, effectivement. Il y a eu des excès et la décision de la Chine est effectivement assez. Bon, enfin, probablement émane de ça. Après, je pense que sur ces histoires de certification, enfin, je pense que il y a vraiment des sujets locaux. Nous aussi, ce qu'on pousse, c'est que les pays trouvent des solutions en local, parce que c'est important que l'économie du recyclage et l'économie circulaire se développe en local. Après, à la marge, pour arriver à optimiser cette économie, ça peut être intéressant d'avoir un peu de transfrontalier entre pays pour pouvoir avoir une économie, une bonne économie circulaire entre deux pays. Mais l'idéal est vraiment de développer des solutions locales, quoi. C'est vraiment ça. Du coup, il faut que vous discutiez entre vous chez Veolia, parce que vous voyez, vous avez des trucs. Lui, il m'a l'air d'être plus pour le orange, en fait, de ce que j'entends. Hein, mais il n'y a que moi. Oui. Sans oublier qu'il ne faut pas que ça devienne un frein pour développer donc des solutions inclusives, comme dont je parlais tout à l'heure, puisque en fait, si on met sur liste orange, on se prive d'une voie de pérennisation économique des entités qu'on va monter dans des pays où il n'y a pas ce recyclage en local aujourd'hui. Donc, certes, il faut les développer, je pense, en local, parce que ou d'un point de vue régional, hein, parce qu'il y a des histoires qui peuvent se construire en effet entre pays transfrontaliers. Mais aujourd'hui, on est à un tel niveau de déchets à récupérer, collecter et on va faire quelque chose que de fermer des opportunités en fait, de pérennisation économique et sociale. Bon, vous n'êtes pas trop pour les Norvégiens. Ok. Une autre question. Bonsoir, Ludovic Moreau. Je travaille un peu dans les achats et dans les emballages. Je m'interroge sur une chose, c'est vous parliez de 9% ou 27% de plastique recyclé. Qu'est-ce qui manque pour qu'on aille beaucoup plus vite et pourquoi il n'y a pas encore de filière sur en particulier tout ce qui est plastique souple, OPP et autres? Et du coup, ça découle vers une autre question sur l'incinération et sur la recyclabilité. Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence, enfin je m'interroge, moi, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence entre les filières d'incinération pour produire de l'énergie, parce qu'on parlait d'économie? Donc, est-ce que c'est pas plus intéressant de brûler du plastique que d'en recycler? Et donc, du coup, est-ce que c'est pas très lié à des choix politiques? Merci. Alors, politique, solutions techniques, c'est vous, ça? Bon, ce qui est vrai, c'est qu'on a commencé en France en recyclant uniquement les bouteilles et les flacons. Voilà, ça a été une décision totalement assumée parce que les plastiques sont légers et divers, comme j'ai essayé de vous le dire. Mais c'est dans le domaine des bouteilles et flacons qu'on trouve les produits à la fois les plus lourds et les plus propres. Donc ça a été logique de commencer là-dessus. C'est une bonne décision d'ailleurs parce que ça a permis de construire, encore une fois, une économie du recyclage durable, pérenne et de très bonne qualité en France et en Europe. Aujourd'hui, pour répondre à vos questions, qu'est-ce qu'il faut pour aller plus loin? Il faut commencer par élargir la collecte à tous les emballages plastiques. Ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, vous avez le quart de la population française qui peut trier tous ces plastiques dans le bac jaune. D'ici 2022, ce sera 100% de la population française. Voilà. Donc, on aura au moins franchi cette première étape qui est de collecter. Si vous ne collectez pas, vous ne pouvez rien faire derrière. Après, dans les sujets, alors là, on tombe vraiment dans la technique parce que vous faites référence à des films polypropylènes d'une certaine nature et d'une certaine qualité qui, effectivement, ne sont pas recyclés pour le moment. Il y aura plusieurs choses à faire. Un, les massifier. Une des logiques du recyclage, c'est quand vous avez trop peu de quantité et dispersé un peu partout, vous ne pouvez pas construire de filière. Donc, il faut les rassembler, les massifier. Et quand vous atteignez un certain seuil, à ce moment-là, vous pouvez construire une filière. Et la deuxième chose, c'est de trouver la bonne technologie parce que ce n'est pas si facile que ça de recycler tous ces types de plastique. Sur la concurrence avec l'incinération, vous n'avez pas répondu, c'est exprès ou... Non, parce qu'en fait, là, je pense que j'ai répondu au départ. Citeo est là pour apporter de l'argent et faire que cette concurrence avec l'incinération ne soit pas rédhibitoire. Effectivement, si on ne met pas de financement dans le recyclage, je le répète, si c'est sur une simple logique économique, on irait au moins cher qui s'appellerait l'incinération, par exemple, dans ce cas-là. Mais ce n'est plus le cas. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, en France, c'est quelque chose qui est totalement derrière nous. Aujourd'hui, tout est fait pour développer le recyclage, y compris son financement. Quelqu'un d'autre sur ce sujet? Non? Oui?
Peut-être juste un petit mot juste sur la concurrence avec l'incinération, parce que la question s'est posée notamment dans des pays en voie de développement. Une des vertus aussi du recyclage par rapport à l'incinération, c'est que en termes d'impact CO2, en fait, quand on fait l'analyse de cycle de vie, le recyclage est quand même significativement plus vertueux, quoi. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et ce qu'on voit en fait sur les économies aussi, c'est que souvent la valorisation énergétique et la valorisation matière, donc le recyclage, se développent concomitamment au détriment de en fait, la mise en décharge. Oui, c'est intéressant parce que ça commence à venir dans les discussions d'économie circulaire. Au lieu de mettre ça en concurrence, de les mettre plutôt en parallèle comme solution équivalente. Et il y a même des sociétés qui veulent réouvrir la définition de l'économie circulaire. Si vous utilisez des déchets pour produire de l'énergie qui permet potentiellement de faire du recyclage, en quoi ceci n'est pas de l'économie circulaire et pourquoi est-ce que vous n'utiliseriez pas du déchet pour produire de l'énergie qui vous permet de reproduire un emballage derrière. Donc il y a au niveau en tout cas international et multipartite, il y a des discussions aussi sur la définition de l'économie circulaire et ça vient notamment de ces débats de concurrence entre ces deux filières. Ok, autre question? Bonsoir. Où êtes-vous? Ici. Ah oui, je vous vois. Moi j'ai une question vis-à-vis de dont on a parlé de la collecte. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la collecte, ce n'est pas forcément si facile que ça. Dans les rues de Paris, par exemple, moi, je garde ma bouteille en plastique si une fois j'en ai une pour la jeter dans le bon bac, etc. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'aujourd'hui, on se pose des questions alors que les industriels, les politiques, etc., sont au courant depuis un certain nombre d'années que c'est important de recycler. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas eu depuis 10 ans déjà dans les magasins comme dans les pays nordiques des machines pour recycler les bouteilles, que ce ne soit pas quelque chose de plus systématique? Est-ce que ça bloque au niveau des industriels qui voient, eux, leurs intérêts propres et pas leurs intérêts communs? Est-ce que c'est au niveau politique, au niveau des lobbies? Enfin, moi, j'essaye de comprendre pourquoi on se pose la question aujourd'hui alors qu'on sait que ça fait des années et que visiblement les industriels font de bonnes choses et ont des annonces coup de poing, type 2025, on va arrêter on va trouver des solutions, etc. Mais en l'occurrence, il y a peu d'industriels qui se penchent sur ce problème ou qui se sont penchés sur ce problème jusqu'ici, quoi. Ok, alors pourquoi on se pose la question maintenant? Un peu la Chine. Pourquoi on ne se l'est pas posée avant? Quelqu'un veut répondre? C'est la question piège du soir. Y a-t-il quelqu'un qui veuille répondre à cette question? Bon, vraiment une réponse très courte. Bien sûr qu'on se l'est posé. En l'espace de 25 ans, on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot, si vous voulez. Aujourd'hui, je ne veux pas vous assonner des chiffres, mais aujourd'hui, on recycle 300 000 tonnes de bouteilles plastiques en France chaque année. 300 000 tonnes. Quand vous savez qu'une bouteille, ça fait 30 grammes, je vous laisse faire la division et voir ce qui se passe. Donc, en bouteille, on est à 58% de taux de recyclage. Voilà. Donc 58%, c'est pas mal. Alors il en reste malheureusement 40% dans la mauvaise poubelle. Bon, alors pourquoi on se repose la question aujourd'hui? J'ai qu'une seule réponse. Aujourd'hui, on veut aller beaucoup plus loin. Savez-vous que l'objectif de la Commission européenne jusqu'à très peu, c'était un taux de recyclage des plastiques, des emballages plastiques de 22,5%. Voilà. Et c'est avec ce taux réglementaire que tous les pays européens ont vécu jusqu'à l'année dernière. Puisque là, et voilà. Alors, on a toujours le droit de faire plus, mais si vous voulez, ce chiffre, il n'est pas venu par hasard. Il est venu parce qu'il fallait construire quelque chose, qu'on s'est dit dans une première étape, essayons déjà d'atteindre ce taux-là, et après, on ira plus loin. Donc, le 22,5%, par exemple, il passe à 55%. Maintenant, vous avez un texte européen qui va obliger tous les pays d'Europe à atteindre 55% de recyclage des plastiques. Voilà. Donc, à chaque époque, son enjeu, il a fallu mettre en place quelque chose. Ce n'était pas spécialement facile à ce moment-là, mais maintenant, il y a un sentiment d'urgence. Ça, c'est certain que je ne vais pas parler pour les gens qui nous parlent de l'océan, mais il y a une prise de conscience sur ce sujet plastique qui n'existait tout bonnement pas il y a encore 5 ou 10 ans. Voilà. Donc maintenant, il faut aller plus vite. Merci Tara et merci les Chinois. Une autre question?
Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais simplement partager avec vous une situation que je vis actuellement au sein de mon entreprise. Moi, je suis directrice commerciale d'une entreprise de restauration collective, pour ne pas citer le nom, Happy Restauration, qui est la 4e entreprise de restauration collective. Et aujourd'hui, il y a une réflexion autour du plastique, parce que bientôt, on arrive à la date butoir dans laquelle il faut qu'on enlève toutes nos bouteilles de plastique au sein de nos restaurants d'entreprise. Alors, aujourd'hui, on s'adresse au verre. Voilà, on sait que ça peut être une alternative, et au plastique biodégradable. Alors, la problématique du plastique biodégradable, c'est que nous n'avons pas de filière aujourd'hui qui peut le gérer. Voilà. On a effectivement la gestion du plastique, c'est facile, on fait appel à l'entreprise, ils récupèrent les déchets et on sait qu'ils sont traités. Mais aujourd'hui, sur le biodégradable, on ne sait pas si on le met avec notre nourriture, avec la gestion de biodéchets, ou est-ce qu'on le met sur le plastique. Les entreprises aujourd'hui qui gèrent le plastique, ils nous disent on ne sait pas le traiter. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des petits acteurs locaux qui nous disent on peut le traiter, c'est une action différente, mais ça coûte de l'argent. Alors, ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est que ils nous ont imposé une date. Effectivement, les sociétés y réfléchissent. Déjà, économiquement parlant, l'impact, c'est le consommateur, parce que nous, dans le prix de couvert, on va l'impacter. Et des trois, c'est qu'on n'a pas d'action et on n'a pas de sociétés qui vont organiser cette gestion des déchets. Alors, à mon sens, on a aussi traité le problème, on a construit la maison par le toit, en disant, voilà, démerdez-vous, vous avez du plastique, il faut l'enlever. Maintenant, on va proposer d'autres alternatives, mais qu'est-ce qu'on fait de ces alternatives-là? Voilà, c'est important aujourd'hui d'être conscient que c'est beau de mettre des actions, mais on n'a pas de moyens aujourd'hui. Alors, sur la question du plastique biodégradable, pour reprendre, ou vendu comme biodégradable. Bon, réponse courte. Essayez de faire du plastique recyclable déjà et essayez de mettre en place dans l'ensemble de la restauration hors foyer une collecte sélective pour recyclage de ces plastiques. C'est une solution qui est éprouvée et qui permettra déjà de bien améliorer les choses. Sur le compostage, oui, c'est compliqué, mais vous le savez, en vivant dans une grande ville, vous voyez bien, par exemple, que la collecte des déchets compostables n'est pas en place et est difficile à mettre en place. Donc, pour le moment, ces plastiques dits compostables ne sont pas compostés, tout simplement parce qu'il n'y a pas de filière de compostage derrière. Après, je ne veux pas répéter ce que j'ai dit, ce sont des solutions qui sont intéressantes pour s'affranchir du pétrole fossile. Ce sont des solutions qui sont intéressantes pour certains types de produits plastiques où le compostage peut être intéressant. Ça n'est pas une solution miracle, le compostage. Voilà. Il ne faut surtout pas se dire composter, biodégradable, ça disparaîtra par l'effet du Saint-Esprit et tout ira bien. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut une filière industrielle de compostage derrière. Pour le moment, elle n'est pas en place. Il n'y a pas un risque à parler de biodégradable et de compostable, parce que je me souviens avoir eu cette discussion avec François-Michel Lambert, le député qui s'agite beaucoup là-dessus en France, et merci à lui. Mais du coup, lui mise à fond sur le compostable, le biodégradable, etc. Il n'y a pas un danger à dire aux consommateurs c'est bon, la solution demain, tout va être compostable. Sous-entendu, je peux bien le mettre dans l'océan, parce que bon, ça va peut-être disparaître en un peu moins de temps, mais ça va disparaître quand même. Le point de vue de l'ONG là-dessus, c'est quoi ? Disons que ce que je disais en introduction, c'est qu'effectivement, peut-être que le travers du biodégradable, quand il y a eu l'interdiction des sacs plastiques, c'est de passer aux sacs biodégradables, ce qu'on appelle après les oxoplastiques, qui en fait sont très fragmentables. Et aujourd'hui, on comprend qu'ils font peut-être plus de mal, ces sacs biodégradables, que les sacs initiaux. Parce que ça fait les microplastiques. Voilà, ils se fragmentent encore plus. Et donc après, on est passé effectivement au bio-sourcé, mais qu'aujourd'hui, ça inclut des cultures de maïs qui sont aussi des cultures très impactantes. Et que pour continuer quand même à avoir ces propriétés équivalentes du plastique, en fait, on a pris du bio-sourcé, de l'amidon, des choses comme ça. Et il y a encore de la chimie derrière pour obtenir quand même de la propriété plastique. Donc effectivement, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est du bio-sourcé et du biodégradable, et que
la question, effectivement, comme disait madame, ça se pose vraiment de manière urgente parce qu'on a des interdictions et dans les textes, les directives, c'est demander aux industriels de passer à des alternatives ou des plastiques dits plus durables. Donc aujourd'hui, il y a quand même des vides juridiques. Comment on interprète du plus durable, du moins nocif, donc aujourd'hui, certains de nos scientifiques travaillent effectivement sur les alternatives. Aujourd'hui, les testent, par exemple, les alternatives, par exemple, à des cotons-tiges, testent et font un benchmark de qu'est-ce qui est le mieux biodégradable aujourd'hui. Et que, effectivement, le biodégradable, je pense aussi, reste quand même sur les sacs biodégradables qu'on a mis, laisse le consommateur encore être dans un geste d'usage unique. Voilà. Donc effectivement, ça laisse encore cette impression où ça ne pousse pas à la réutilisation. Dans les supermarchés, dans les marchés, on nous en propose encore et puis on déculpabilise parce qu'on se dit biodégradable. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on interpelle un député ou qu'on dit qu'effectivement les sacs biodégradables ont été pensés pour la biodégradabilité sur terre mais pas en mer, effectivement, ça étonne encore et c'est des choses que le grand public ne sait pas forcément. Nous, on a aussi des scientifiques qui travaillent, qui sont chimistes et qui travaillent. Et moi, j'ai côtoyé une journée à un scientifique qui travaille sur des bactéries aujourd'hui, en fait, qui stockent, comme nous, on stocke de la graisse, eux stockent une sorte de graisse équivalente à notre graisse à nous, qui ont des équivalents de polymères. Donc aujourd'hui, ils travaillent sur extraire cette graisse de cette bactérie en granules pour en faire des granules. Et ensuite, donc c'est vrai qu'il avait un gobelet, une fourchette qui était faite à partir de ce polymère issu d'une bactérie qui après se dégrade effectivement très bien dans l'océan parce qu'elle et ce plastique est lui-même recolonisé par de la bactérie, donc effectivement avec un circuit court bas carbone. Donc il y a des choses qui sont en train d'être testées, en train d'être regardées par les scientifiques et qui ont pour aussi objectif d'être partagées avec les industriels. Mais attention aux alternatives biodégradables, effectivement. Ça n'a pas forcément l'air sympa comme ça, le coup de la bactérie grassouillette, mais on vous croit sur parole. Par ailleurs, quand même sur le sujet de l'interdiction, on se dit aussi que s'il n'y avait pas ces mesures un peu radicales prises, à mon avis, dans 25 ans, on est toujours là pour constater qu'il y a un problème et que peut-être que la maison construite par le toit, c'est pas très logique, mais ça pourrait, in fine, marcher mieux que d'attendre, je sais pas, que tout le monde soit prêt, dit ça y est, c'est bon, on y va. Bon. D'autres questions ? Oui, bonsoir. Une main se lève. Non, alors c'est vous qui avez le micro ? Oui, c'est moi. Non, ah non, parce que je vois une main derrière et un micro devant. Voilà. Alors allez-y, et après il y aura une dame là-bas au fond. Vous avez dit que le plastique était peu recyclé, seulement à 9%, et on sait qu'il n'est pas recyclable à l'infini comme le verre. Je voulais savoir si finalement, est-ce que vous ne pensez pas que la crise du plastique, elle nous place plus face à une crise systémique d'ampleur inégalée, où finalement on doit repenser complètement nos modes de production, nos modes de consommation, nos modes de création de valeur. Vous avez des économistes comme Gaël Giraud, par exemple, qui parlent de la 4e révolution industrielle. Vous avez des penseurs qui vont se pencher sur les théories de l'effondrement des systèmes, la collapsologie. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on arrive finalement à la fin d'un système et où des entreprises comme Coca-Cola, qui produisent 3 millions de bouteilles plastiques par an, et une substance qui donne le cancer et le diabète. Est-ce que vous ne pensez pas que ce genre de structure doit être amené peut-être à disparaître, tout simplement ? Ah, alors sur la collapsologie, c'est facile, hein, il suffit d'applaudir et de ne plus acheter les produits que vous ne voulez plus voir sur le marché. Alors personnellement, je suis tout à fait, pas sur Coca-Cola, mais en tout cas sur le fait qu'on est à la fin d'un cycle, d'accord avec vous, et que notamment ça nous appelle à une remise en cause assez profonde de nos modes de consommation. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le recyclage n'est pas forcément la solution, de se dire ah non mais c'est bon, on peut continuer puisqu'on va recycler, mon exemple de la fast fashion. Est-ce qu'il y a des réactions autour de la table qui n'existent pas d'ailleurs ? Je vais répondre. Je pense que je suis d'accord. Je suis potentiellement. Non, je vais pas m'avancer là-dessus. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde en tout cas ce qui est fait en interne chez Danone, il n'y a pas qu'une seule voie qui est regardée parce qu'on ne considère pas que c'est la solution. Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Et on étudie en effet d'autres modes
de consommation, d'autres comment est-ce que le consomme-acteur, hein, comme on l'appelle aujourd'hui, réfléchit, veut changer. Il y a un changement sociétal qui amène à pas simplement regarder le défi du plastique, du packaging, des modes de vie en général, seulement d'un point de vue économique, mais d'un point de vue social. Et aujourd'hui, le plastique notamment, c'est pas simplement un défi économique et environnemental, c'est aussi un défi social. Donc ça va au-delà simplement d'une matière, ça va au-delà d'un type de packaging, d'un type de produit. C'est en effet toute une chaîne de valeur et des modes de consommation et des modes de vie. Donc je pense qu'on n'a pas forcément une réponse ou dire s'il faudrait qu'on arrête un type de business. Je n'ai pas la réponse pour vous aujourd'hui, en tout cas chez nous. Mais est-ce qu'on n'est pas plutôt sur développer davantage des alternatives pour montrer qu'autre chose existe? Ça, par contre, complètement. Je voyais l'autre jour une étude qu'Accenture a publiée en janvier là, sur une trentaine de pays qui dit que 62% de mémoire des consommateurs, pas que les générations Y, je le dis pour les non-générations Y dans cette salle, 62% des consommateurs disent attendre des marques qu'elles prennent des positions sur des sujets sociétaux, environnementaux importants. Est-ce qu'il n'y a pas pour les marques de groupes comme le vôtre aussi un enjeu de réputation, sans aller jusqu'à ce qu'on disait sur Coca-Cola, l'effondrement, etc. Est-ce qu'à terme, il n'y a pas une crainte aussi pour vos marques que les consommateurs se détournent des marques qui finalement continuent à utiliser le plastique et à renvoyer la faute sur le consommateur en disant qu'il ne recycle pas? Oui, bien sûr. C'est pour ça que ça va au-delà simplement d'une matière. C'est aussi repenser les marques, qui elles sont, quelles sont leurs identités, quel message elles veulent véhiculer. Ce qui revient aussi peut-être à cette idée de diabolisation d'une matière. Je pense qu'il ne faut pas forcément diaboliser non plus des marques qui essayent de faire des choses et on les a. Il y a eu beaucoup de greenwashing, de social washing, etc. Et je pense qu'il faut aussi essayer de s'ouvrir à la possibilité que les marques aussi veulent changer, que les gens qui sont derrière ces modes de business ont peut-être aussi un mindset, un état d'esprit qui a changé. Et donc, on essaie d'évoluer vers d'autres choses. Donc, je ne réponds pas pour d'autres marques, en tout cas certaines chez nous, ont en effet des équipes qui pensent beaucoup, au-delà de simplement une matière et ce qu'on faisait avant. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question de madame? Vous vouliez aussi l'effondrement de Coca-Cola? Il faudrait que vous preniez le micro, s'il vous plaît. Du coup, oui. Ah, il y a quelqu'un qui s'en est emparé, qui ne veut pas le lâcher? Non. Bon, alors attendez, vous savez quoi? Non, ça y est, évidemment, si je formule ça comme ça, regardez, il le donne immédiatement. Je propose d'inverser le mouvement. Monsieur, posez votre question, et ensuite, madame, le micro viendra jusqu'à vous, puisque monsieur l'aura libéré. Bonjour, Jean-Marie Pilet, retraité, ancien ingénieur conception de matériel bureautique. À ce titre, j'ai beaucoup utilisé le plastique pour ses propriétés d'intégration de fonctions. Nous vous pardonnons. Et le problème que l'on a eu et que l'on a généré, c'est notamment des produits qui sont des bimatières, donc qui ne sont pas facilement décomposables ou recyclables. Et je pense que dans les bouteilles plastiques, on a le même problème. Et la question que je me pose aujourd'hui à propos des plastiques, qu'ils soient biosourcés, qu'ils soient biodégradables ou qu'ils soient à base de produits fossiles, ce sont tous des polymères. Et à ce titre, la dégradation du polymère lui-même, quid? Attention, question chimique. Inévitablement, ma question chimique finit toujours par un mouvement vers la droite. J'espère que vous avez au moins 2 heures devant vous. Non, c'est pas possible. Bon, on va faire une réponse simple. Non, mais vous avez raison, monsieur. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Le plastique, c'est une construction de la chimie. C'est effectivement ce qu'on appelle un polymère. Un polymère, c'est une très longue molécule. Alors, on peut chercher des analogies. Imaginez une chaîne ou imaginez que vous faites un mur avec des briques de Lego très, très longs, etc. Et ce qu'il y a derrière votre remarque, c'est que quand on recycle ces chaînes ou ces murs,
justement, il se casse. Donc en fait, le plastique recyclé par des moyens mécaniques perd peu à peu ses propriétés. Alors c'est peu à peu, on a des technologies qui permettent de recycler et d'avoir un plastique de très bonne qualité, mais il y a toujours un peu cette suspicion qui est fondée, in fine, de se dire mais le plastique, c'est pas tout à fait comme les autres, donc le recyclage, en fait, c'est pas vraiment du recyclage, hein, il perd un peu en propriété à chaque fois. Bon. Contre ça, si vous voulez, il y a d'abord, on sait faire des choses avec le plastique plusieurs fois avant qu'il perde vraiment ses propriétés. Donc, c'est plusieurs fois, c'est intéressant. Et la deuxième chose, c'est que se développent aujourd'hui des techniques de recyclage qui passent par la chimie, où justement, ces fameuses chaînes ou ces murs de Lego, on les décompose en petites briques et on reconstruit ensuite un polymère qui est comme le polymère vierge. Voilà le genre de choses que la technique peut apporter. Je ne peux pas m'empêcher de faire une remarque concernant la collapsologie ou la consommation. Écoutez, moi, ma position personnelle, c'est qu'il faut absolument écouter, et non seulement écouter, mais encourager des modes de consommation qui sont plus respectueux de l'environnement. Je pense que c'est maintenant, en termes de responsabilité professionnelle, et pour quelques années, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi ? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que la pollution du plastique, c'est tous les jours. On ne va pas attendre un hypothétique changement de consommation de la totalité des consommateurs avant d'agir. Voilà. Donc le recyclage n'est peut-être pas une solution qui durera, je ne sais pas comment le dire d'ailleurs, il durera longtemps en tout cas, ça c'est sûr, mais ça ne sera pas la seule solution. Par contre, c'est une solution très, très, très pragmatique et très utile tant qu'on est amené à consommer le matériau plastique. Après, le changement de mode de vie n'est pas que l'affaire des consommateurs, un petit peu l'affaire des marques aussi. Alors, il y a Madame au fond qui désespérément attend le micro. Qui sera la dernière question. Qui sera la dernière question, car il va y avoir un effondrement du Pan Piper dans 2 minutes. En fait, ma question, elle rejoignait un petit peu ce que la personne précédente avait dit. Je trouve qu'on parle beaucoup de recyclage de plastique, mais on se questionne moins sur l'usage justement et ce qu'on en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce plastique. Danone disait qu'il commençait à travailler sur le sujet. Et une question pour les collecteurs et recycleurs, par exemple, est-ce qu'ils travaillent et accompagnent également les entreprises pour essayer de repenser avec elles aussi l'usage des produits et la façon peut-être de consommer différemment ou de pousser des offres de consommation différentes. Donc la consigne, etc., c'est ça vous avez en tête La consigne, mais c'est au-delà de ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une bouteille plastique, par exemple, pour transporter de l'eau ? Par rapport à un robinet. Parce qu'en fait, quel est l'intérêt de la bouteille plastique aujourd'hui? C'est pouvoir boire de l'eau un peu partout. C'est cela. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter de l'eau en bouteille? Je vais pas demander à Veolia s'ils sont pour la consommation d'eau du robinet. Repenser les usages bien en amont, en fait. Voilà. Évidemment. Bon, vous voulez répondre L'eau du robinet, c'est pas mal? Ouais, l'eau du robinet, bon, nous, effectivement, on est plutôt pour. Ensuite, oui, nous on travaille avec les industriels et typiquement effectivement les Danone et autres sur les sujets d'éco-conception pour les accompagner dans des emballages, des solutions qui permettent des boucles d'économie circulaire. Donc ça c'est sûr. On travaille aussi avec eux dans des géographies où il n'y a pas vraiment d'infrastructure, donc par exemple l'Indonésie, pour essayer de structurer des systèmes qui sont vertueux à la fois pour les circuits de collecte, pour les circuits de consommation, de recyclage et de production. Donc il y a vraiment une approche systémique, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est vraiment la démarche. Non, tout à fait. C'est vraiment systémique. Alors, j'allais conclure, mais en fait, je m'aperçois que sur le document extrêmement bien fait que m'a donné Hub Conférence, il faut conclure en demandant à chacun des intervenants quel est le message principal. Alors, on va dire une phrase, parce que sinon, que vous retenez de cette conférence. Et un petit conseil à la salle sur une lecture, un film, une association, un projet, un coup de projecteur sur quelque chose. Évidemment, j'imagine en lien avec le sujet du soir, pas trop le dernier film que vous avez vu au cinéma, quoique. Dites-moi, puisque vous avez le micro. Eh ben, très bien. Message principal et coup de projecteur.
Le message principal, je pense que, et on l'a un peu abordé, c'est que le recyclage n'est pas exclusif des changements de mode de consommation. Donc ça, je pense qu'on l'a touché vers la fin. Le changement de mode de consommation va probablement arriver, et c'est une bonne chose. Mais il y a un entre-deux, une logique de transition dans lequel on a énormément d'efforts à faire sur le recyclage. D'affaires à faire aussi d'ailleurs probablement. En fait. C'est pas un mauvais lapsus. Tout à fait. Il y a aussi une logique et une pression en fait qui peut être mise sur les différents acteurs, donc les régulateurs, les industriels, tous les acteurs de la chaîne de valeur qu'on a égrenés, qui sont très nombreux, et une pression que le citoyen peut mettre sur ces acteurs. Donc ça, c'est vraiment important, et c'est aussi ça qui a fait énormément bouger les choses ces 2-3 dernières années. Okay. Coup de projecteur ? Coup de projecteur, pour aller plus loin et pour se documenter, je trouve que publication de l'Institut. Voilà, au-delà de la publication de l'Institut. Il est obligé de dire ça, c'est pour ça que je le dis pour lui, ça le libère. Merci. Aussi, les publications de la Fondation Ellen MacArthur sont très bien. Okay. Donc ça, je vous invite à aller les consulter si le sujet vous intéresse et que vous voulez creuser. Merci beaucoup. Romy, même question. Je fais très rapide. Le message rapide et le coup de projecteur rapide. Si ça marche, ça marche. Oui, alors, message, c'est qu'effectivement, nous, sur un point de vue marin de cette pollution, on rejoint aussi quand même, je pense, une idée partagée qu'il faut agir en amont, à la source et sur Terre, et qu'aujourd'hui, effectivement, il est important de comprendre les impacts de cette pollution en mer, et surtout faire comprendre qu'on ne nettoiera pas l'océan, et qu'on a longtemps cru qu'on pouvait tout y faire, tout y jeter, et qu'aujourd'hui, ce qui y est définitivement. D'ailleurs, on ne sait pas quel va être son devenir, mais qu'en revanche, il faut rester positive, et que le phénomène est réversible, et que si on agit maintenant et qu'on agit mieux, on peut largement réduire l'impact qu'on est en train de faire sur ces écosystèmes marins. Et sur le coup de projecteur, je ne vous renvoie pas aux publications de nos scientifiques dans Science ou Nature, parce que je pense que c'est un petit peu compliqué le soir après le travail. En revanche, on a un documentaire qui est très bien, qu'on a fait en coproduction avec Arte, qui s'appelle Le Mystère Plastique, et qui explique ce que je vous disais en début, de où est ce plastique, qu'est-ce qui devient, quelles sont ses interactions avec l'écosystème. Et voilà, c'est un très beau documentaire qui vous permet d'avoir une vue globale de cette pollution plastique. Qui est en dans les replay, océans. j'imagine, sur Arte. Alors, je pense que je donnerai le lien qu'on pourra mettre sur une page. Voilà. C'est gratuit en plus, c'est ça? Alors, il faut que je regarde. Je suis pas sûre à 100%. C'est pas grave, on peut payer quelques euros. Allez. Même question. Bah oui, de préférence. Une chose à retenir aussi, je pense que les efforts ne se font pas seuls en silo. En fait, tous les acteurs de la chaîne doivent s'organiser ensemble pour répondre à ces enjeux-là. Pourquoi ? Parce qu'on a chaque acteur a une vision différente et une appréhension différente du problème, et voire des solutions. Donc c'est des coalitions multipartites, à la fois privées et publiques, c'est des grands groupes, des startups, c'est des ONG, des groupes privés, c'est de la recherche. Mais en tout cas, en silo, on n'y arrivera pas, ça c'est sûr. Et le coup de projecteur, donc pour revenir un peu à cet impact social qu'a aussi le défi plastique, il y a une initiative d'une Française qui s'appelle Radia Slimani, qui s'appelle Gold Diggers. Donc c'est en fait les bifins, les chiffonniers. Et elle est partie un peu en tour du monde à la rencontre de ces acteurs de l'économie informelle. Et elle a un blog et elle fait des expositions. Elle est rentrée là, aujourd'hui, donc vous pouvez la rencontrer sur Paris. Et ça met un peu en lumière ces acteurs qu'on oublie de temps en temps. Et en parallèle, on a fait la même chose avec le fonds sur les acteurs avec qui on travaille au jour le jour. Et ça s'appelle Humans of Ecosystem. Et vous pouvez retrouver ça sur les réseaux sociaux aussi. Merci. Même question, Carlos.
le message que vous Ça retenez. va être difficile de rajouter quelque Oui. chose à ces messages qui sont très complets. Alors, un message, mais pas forcément sur le polypropylène. Non, exactement. Comme ça, un message clé que les gens ramènent. Oh, bah, c'est un message que je veux positif, en tout cas. Le recyclage du verre, le recyclage des métaux, le recyclage des papiers sont rentrés dans nos vies et on sait que ces matériaux sont gérés de façon circulaire aujourd'hui. Voilà ce qu'il faut faire avec le plastique. Il faut que le plastique suive la même voie et soit sous contrôle, comme le sont les autres matériaux dont on a besoin dans nos modes de vie et dans nos modes de consommation. Ça, c'est pour le message. Et sur les coups de projecteur. Coups de projecteur. Ah, moi, je sais que j'ai vu il y a un an un documentaire de la BBC qui s'appelle Blue Ocean, avec des images extraordinaires sur la vie dans les océans. Et le dernier numéro, c'est une série, le dernier numéro est consacré aux grandes pollutions et notamment aux pollutions plastiques. Je crois d'ailleurs que cette émission a fait un véritable tabac au Royaume-Uni et y a servi un peu de révélateur sur le sujet plastique. En tout cas, les premiers épisodes nous rappellent simplement ce qu'on doit défendre. C'est tellement merveilleux, ces images de l'océan, qu'après, ce n'est pas la peine de se demander pourquoi il faut combattre la pollution des plastiques. Bon, merci beaucoup à tous les quatre. Merci à tous.